Voilà, on est sur évidemment un des piliers de la RSE. Alors moi, je l'ai mis dans la loyauté des pratiques, même si c'est un petit peu plus large que ça. Et je vous rappelle que donc là, on a la gouvernance toujours au milieu, et on en a parlé au dernier club, ça a été extrêmement intéressant. C'est en replay sur le site de la CCI. Aujourd'hui, on va aborder 3 grandes thématiques. Alors, il n'y a pas tout, évidemment, ce qui constitue les achats responsables, mais on a ce que j'ai appelé la relation globale, qu'on va voir avec cette boucle vertueuse du Moulin Pichard, qui fait l'intermédiaire entre l'agriculteur et au final le producteur, avec vraiment quelque chose d'inclusif sur la durée et avec des marges et des notions de prix qui sont connues de tout le monde et qui sont complètement transparentes. Ça, c'est extrêmement intéressant. On va parler d'approvisionnement durable. Alors, je vous ai mis dans ce cadre-là, Olivier, mais c'est pour parler de l'énergie et de parler de producteurs locaux. Ça, je trouve que c'était extrêmement intéressant. Je voulais que Suderian aussi soit là, mais elle n'a pas pu se libérer. Hein, vous la connaissez, c'est Aurélia Lefebvre. C'est un producteur aussi local autour de l'énergie informatique. Mais il y en a plein comme ça, des producteurs locaux qu'on oublie peut-être un peu facilement, alors qu'ils sont prêts à nous fournir du service à des tarifs tout à fait compétitifs. Et puis, on va aborder le commerce équitable. Là, vraiment, on est dans l'équitable avec Terre d'Or. Stéphane, est-ce que tu veux nous raconter, donc la question, c'est comment établir une relation gagnant-gagnant entre un producteur, un transformateur et un fabricant qui est loupé au final. On espère que Stéphane va arriver avant sa slide. Tout comme s'il était là. Allez, bon, on le met à côté de toi. Nous, historiquement, on prend une partie de nos matières premières directement au producteur. Voilà. Salut Antoine. Allez, c'est bon. Voilà. On t'attendait. Voilà, nickel. Vas-y, installe-toi. Allez, on vient de démarrer. Devant ou derrière? Toi, tu te mets ici. Bienvenue. On sait qu'il y a plein de bonnes nouvelles au niveau de la famille. C'est ça. Bonne nouvelle. Au revoir. À Toulouse, je crois qu'il y a une naissance, c'est ça? Oui. Bon, d'accord. Donc Antoine, qui est co-gérant, qui a repris avec Émilie l'entreprise Loubio. Il y a combien de temps? Ça fait 6 ans qu'on est là. Ça fait 6 ans. La reprise a été officielle il y a 3 ans. Voilà. Donc on a fait un tour de table, on a représenté, ce qu'étaient les achats responsables, et là on fait un focus sur la boucle vertueuse que vous avez créée. Alors l'agriculteur ne peut pas être là, soit il est dans les champs, soit à la chasse. Voilà. Mais voilà, donc on laisse peut-être Stéphane commencer par l'histoire, parce que toi tu as été là il y a très longtemps pour la création de cette boucle. Oui. Et puis Antoine, tu parleras après sur notre partie. Voilà, donc on prenait historiquement aux producteurs, un par choix et aussi par obligation, parce que quand on a commencé la bio, tout début des années 80, il n'y avait pas de silo, il n'y avait pas de structure bio en fait pour collecter le blé, donc on avait des relations directes avec les producteurs. Quand on a réussi en 92, on a continué de les développer. Et donc au fil du temps, Luc a créé Ludo et est venu nous chercher pour avoir des matières premières locales. Donc, lui, matière première locale, c'était de la farine, transformée à Maligé, ça lui convenait bien. Et tout de suite derrière, il m'a dit qu'il faut qu'on arrive à communiquer le fait que nos blés soient locaux. D'abord, je lui garantis que les blés soient locaux. On communique dessus, comment on peut mettre les choses en place. Lui, il avait quand même une activité bien particulière qui est pas celle qu'on a l'habitude de livrer, c'est-à-dire c'est pas des boulangers, c'est des biscuitiers. Donc il fallait qu'on isole une qualité de blé spécifique, qu'on isole aussi du stockage. Et pour faciliter les choses, j'ai dit, on peut me proposer un système. On réunit des producteurs, on regarde ceux qui peuvent être intéressés, qui sont capables de nous fournir, c'est-à-dire en qualité, en volume, et aussi éthiquement, parce que même en bio, on a des gens qui viennent par éthique, puis d'autres plus opportunistes. On ne sait pas si dans d'autres programmes ils sont toujours là. Donc, on a réuni des producteurs comme ça. On en a sélectionné 3 qui convenaient bien, c'est-à-dire qui étaient proches du moulin ou de la biscuiterie, qui faisaient du bio déjà depuis longtemps et qui étaient capables de nous fournir les quantités et qualités nécessaires.
Donc, on l'a formalisé entre nous pour démarrer. Et après, on a fait entre guillemets certifié par une structure externe qui s'appelle Biocohérence. Ça nous a permis, de réunir tout le monde, enfin, en tout cas, de s'astreindre à réunir tout le monde, producteurs, premier transformateur, second transformateur, d'échanger librement sur les prix d'achat en blé, sur les qualités, sur les prix de farine, et aussi de comprendre, et je pense que ça c'est vraiment important, les contraintes de chacun. Suivant les entreprises auxquelles on s'adresse, on ne peut pas demander le même niveau d'exigence parce que cette entreprise ou cette filière ne le permet pas. Et je pense qu'on est beaucoup plus indulgent, d'une part, et on est beaucoup plus à même de faire évoluer de manière positive la filière si on connaît bien les contraintes, les possibilités, soit des fournisseurs, soit des clients finaux. Donc, pour moi, ça, c'était vraiment une première approche de l'équitable, du solidaire et surtout de l'échange entre les partenaires amont et aval. Je pense que ça ne veut pas dire qu'il n'y a jamais de soucis, mais quand il y a des soucis, ça nous permet de communiquer directement avec des gens qui connaissent nos problématiques et qui échangent en toute bonne foi, en fait. On peut avoir un souci, ça nous arrive, des sacs qui sont déchirés, un lot où la qualité n'est pas tout à fait ce qu'ils attendent. Ok, en fait, si c'est mineur, ils nous préviennent et on est content, ça nous permet d'évoluer, mais ce n'est pas un refus systématique. Et inversement, on sait qu'ils sont sensibles à telle ou telle problématique, à nous de faire un effort sur ce domaine-là. Il y en a d'autres où ça les concerne moins. Bon, ben, on se dit, tout va bien, entre nous, le prix du transport, on a 30 km, c'est facile. Même si le transport il augmente de 50% pour aller à la noce, ça n'impacte rien du tout. Il y a d'autres choses où on est plus vigilant. Et je pense que le fait d'être obligé de se réunir, de communiquer avec les trois parties, ça nous permet d'évoluer dans le bon sens. Voilà. Merci Stéphane. Si vous voulez interagir, comme on a un temps assez limité, donc si vous avez des questions sur cette boucle, et après de toute façon Antoine va enchaîner. Alors, on ne va pas rester sur cette thématique-là, si j'arrive à passer, voilà. On va basculer donc sur l'énergie locale. Alors, est-ce qu'Olivier, vous pouvez nous faire rapidement qu'est-ce que c'est que le marché de l'électricité aujourd'hui? Parce que là, tout à l'heure, quand vous êtes arrivé, vous avez posé plein de questions parce qu'ils ne savaient pas forcément comment ça fonctionnait. Ils ne connaissaient même pas son contrat. Sur les heures poste, par exemple, ils ne savaient pas quand c'était. Donc, comment ça fonctionne et comment le DSB s'est créé et puis pourquoi aujourd'hui c'est un acteur qui vient notamment sur le 0,4 pour proposer ce service. C'est ça. Alors, il faut savoir effectivement que DSB, c'est une structure unique dans le département des Hautes-Alpes et il n'y a pas d'équivalent dans le département des Alpes de Haute-Provence. Donc, on a un petit peu, je dirais, naturellement, de par la proximité géographique de nos départements, c'est-à-dire que le siège est à Briançon, et en fait, on est beaucoup plus près de beaucoup de villes du 04 que de l'extrémité du département des Hautes-Alpes. Donc, en fait, on a simplement fait un arc de cercle un petit peu autour de Briançon, et c'est naturellement les deux départements qui nous ont paru, je dirais, avoir besoin de services tels qu'on le propose à Briançon. Alors, d'où vient le DSB? Ça vient de loin, puisque tout a commencé en 1924 à la création de la régie électrique de Briançon, qui a voulu, je dirais, récupérer les premières. Notamment la lumière, notamment comment on appelle ça, les chariots, en fait, avec des poulies. Donc,
et découverte, et quand le développement de la société s'est fait, on a proposé tout de suite des différentes sortes de produits, donc des parfums d'ambiance. Donc les parfums d'ambiance, c'était forcément à l'origine avec des parfums qui venaient de Grasse ou des huiles essentielles locales. Enfin, voilà. Tout ça s'est construit petit à petit. Après, dans les parfums d'ambiance, ils ont eu l'idée de lancer ce qu'on appelle le capillage. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est qu'un capillage. En gros, c'est un flacon en verre dans lequel on va tremper un bâton de requin, donc et par capillarité, le parfum va se diffuser. Et donc, au travers de voyages que Valérie avait pu faire, notamment au Vietnam, ils ont décidé et tout ça s'est fait un peu en même temps, c'est-à-dire qu'on ne sait plus trop c'est quoi qui était à l'origine du produit. Est-ce que c'était les producteurs qu'ils ont rencontrés au Vietnam ou c'est plutôt l'idée qui est venue au travers d'un souvenir de voyage. Mais bon, voilà, tout le temps, c'est comme ça que ça a démarré. Et de démarrer un partenariat avec une coopérative locale au Vietnam qui a dédié la totalité de sa production pour Terre d'Or. Alors au début, ça s'est fait comme ça, sans vraiment contractualiser, un petit peu on se le tapait dans la main. Mais les volumes n'étaient pas importants, et puis c'était un peu la bonne ambiance, quoi, mais petit à petit, il a fallu quand même formaliser tout ça. La fonction achat, souvent dans une entreprise, elle va reposer sur une personne, l'acheteur, mais chez Terdoc, ça va au-delà de ça, puisque c'est quasiment tout le monde qui est impliqué dedans. Il y a le réglementaire, c'est des questions réglementaires, il y a la qualité, parce qu'il y a les contraintes qualitatives, donc tu as pu en parler tout à l'heure, donc il faut cadrer ça dans des cahiers des charges. Donc petit à petit, ça s'est construit, ça s'est organisé. Donc les premiers contrats avec les producteurs sont nés, donc j'ai parlé du Vietnam, après il y a eu avec la cosmétique, la même chose au Burkina Faso avec le beurre de karité. Et puis là, c'est allé même au-delà de ça, c'est-à-dire que la société, petit à petit, s'est engagée à aider les femmes au Burkina. On a participé à la construction de puits, on aide les familles, enfin voilà, tout ça, ça va quand même au-delà que l'achat d'une matière première ou d'un composant. C'est quelque chose qui est beaucoup plus global et qui intègre tout le monde dans la société. Donc en fait, vous n'avez pas besoin des Max Havelaar ou des choses comme ça, parce que c'est vous en direct qui créez la filière d'une certaine manière et qui gérez vos achats. Alors au début, ça s'est fait un peu comme ça, et puis petit à petit, on s'est dit, mais c'est dommage, tout ce qu'on fait, on n'en parle pas. On le fait parce qu'on trouve que c'est bien, c'est louable, mais peut-être qu'à un moment donné, il faut pouvoir en parler. Et utiliser tout ça comme un argument marketing. Et à partir de ce moment-là, si vous voulez l'utiliser comme un argument marketing, il faut là aussi formaliser les choses, faire certifier les filières, faire certifier des produits en équitable. Donc ça, c'est les certifications Fair for Life, les certifications For Life, qui vont labelliser en fait toutes ces choses-là. Il en existe d'autres, il existe Max Havelaar, il y en a plein, il y a celles que vous utilisez. Il y a un biocohérence de partenariat de produits. Donc après, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup d'intervenants dans le domaine. C'est compliqué de faire des choix, de savoir quels sont les bons organismes certificateurs. Au-delà de la certification des filières, après, il y a les certifications d'entreprise. Donc nous, Terdoc, on s'est engagé là-dedans. C'est aussi l'ISO 14001 qui, à un moment donné, a labellisé, a certifié l'engagement de Terdoc dans la protection de l'environnement. Et puis petit à petit, les années passant, on est allé au-delà de ça. Donc maintenant, au-delà de l'ISO 14001, on a la certification Bicorp, qui est un autre niveau de certification, mais qui est beaucoup plus global, qui englobe toute la partie RSE. Alors les couches s'empilent chez nous. On s'est même amusé à faire, parce que c'est... faut voir ça aussi comme quelque chose de plaisant pour les équipes, parce que il ne faut pas le vivre comme une contrainte, parce que c'est beaucoup de paperasse.
beaucoup de contraintes administratives. Et moi, je dis toujours, il faut faire attention de pas, il faut pas que l'administratif prenne le pas sur l'engagement que les équipes vont mettre là-dedans. Et je dis toujours, il vaut mieux aller passer une journée à aller nettoyer une rivière plutôt que de faire un audit à l'intérieur de l'entreprise et passer du temps à cocher des cases et à remplir du papier. Voilà. Et chez nous, c'est un peu ce qui est en train de se passer en ce moment, c'est-à-dire qu'on a l'ISO 14001, les certifications sur live, le FFL, le Bicorp, nous tenons à l'entreprise à mission. Et je pense qu'on est dans une phase où il va falloir peut-être simplifier tout ça. Et on est en train de se poser la question de se dire qu'est-ce qu'on va garder de tout ça et comment on va remobiliser les équipes chez nous pour qu'on puisse garder leur motivation et ne pas les enquiquiner au quotidien avec de la paperasse. Il y avait une question qui était revenue assez souvent, c'est est-ce qu'il y a une différence entre achat responsable et achat équitable, ou est-ce que c'est une partie à l'intérieur des achats responsables? Alors, je ne sais pas trop ce qu'il y a dans cette question. Dans l'achat responsable, moi je pense que c'est tout le cœur qu'on y met au quotidien et c'est tout ce qu'on on va pouvoir faire sur le bio, le commerce équitable auprès des producteurs, tous les engagements qu'on va pouvoir nous mettre là-dedans. L'éthique, c'est peut-être aussi, je ne sais pas si c'est ça que tu voulais dire, mais c'est peut-être la loi Sapin 2 qui lui va aussi réglementer le commerce et faire en sorte qu'il n'y a pas de malversation, qu'on respecte bien les règles du commerce, les relations clients-fournisseurs et l'engagement que la société va mettre que chaque salarié a le pouvoir de dénoncer une pratique qui ne soit pas conforme à tout ça. Voilà. Donc moi, je vois ça aussi un peu dans le commerce éthique. Et puis rappeler que la réglementation s'impose de plus en plus aux entreprises et qu'au final, les achats responsables, ça va devenir la norme et non plus une option pour les entreprises. Oui. Dans les achats responsables, il y a aussi la loi Egalim 2. Je pense que vous avez dû en entendre parler. Il y a des décrets qui ont été publiés dans la semaine et qui maintenant vont garantir dans le dur les revenus des producteurs. Et c'est plus les transformateurs et les distributeurs qui vont faire la loi tout seuls. Donc, petit à petit, tout ça est en train de s'inscrire dans la loi, alors qu'aujourd'hui, c'était que des démarches volontaires. Merci pour la transition. Ça permet de basculer avec Antoine sur la partie, alors plus globalement, donc les conditions de réussite de ce triptyque, on va dire. Le cadre juridique, c'est intéressant aussi. Est-ce que ça a été formalisé ou alors on se tape dans la main, comme on disait tout à l'heure? Et puis une stratégie moyen-long terme. Quelle est la vision voilà, des entreprises, de ce groupement sur les 5-10 années à venir? Pourquoi est-ce que ça peut évoluer ou pas? Et qu'est-ce que vous aimeriez faire le plus ou de mieux? Je pense que sur les conditions de réussite, d'abord, c'est la communication et que tout le monde se mette d'accord et soit partie prenante dans la démarche. C'est très clair. Ça a été le cas depuis le début. C'est-à-dire, au départ, c'était justement plutôt sous forme de on se donne dans la main, on se réunit et on dit bon, allez, on fait ça avec Hugues en premier, et ensuite, bon, on a besoin de plus de volume, donc on passe à un autre agriculteur. Après, et ça fait le lien avec la deuxième thématique, c'est-à-dire le cadre juridique. À partir du moment où on a choisi ensemble, et je pense que pour nous, c'était une volonté justement de pouvoir communiquer sur ce qu'on faisait dans cette petite boucle vertueuse, comme tu l'as bien intitulé. Le but, c'était de pouvoir justement avoir quelque chose sur lequel on puisse s'appuyer pour communiquer, en parler à nos clients, aux consommateurs. Et donc, on a choisi un label qui est le label Biocohérence, et bon, qui amène aussi des contraintes pour les agriculteurs, pour Stéphane et pour nous. Et là, il a fallu quand même, facilement, mais il a fallu convaincre un petit peu des bénéfices que ça apportait à ça et expliquer pourquoi on souhaitait être labellisé. Et parce que voilà, aujourd'hui, les gens qui sont en agriculture bio sont déjà audités 2 fois par année.
c'est des coûts supplémentaires aussi, le label biocohérence, et c'est d'autres audits. Et donc, on a bien, voilà, je pense qu'on a bien communiqué tous ensemble et tout le monde s'est mis d'accord pour accepter la démarche. Toi, tu avais déjà, je pense, été labellisé dans le passé. Nous, on était déjà labellisé biosolidaire pour notre travail pour le petit école. Voilà. Donc, on connaissait un petit peu le système. C'est vrai que ce qui est regrettable, en fait, de ne pas se faire labelliser, c'est que j'ai l'impression qu'on est beaucoup de petites entreprises à faire ce type d'effort, c'est-à-dire avoir des produits locaux. Ici, au niveau producteur, on a l'obligation de les payer comme il faut. On est sur des toutes petites exploitations. Ce n'est pas des grandes plaines céréalières, il y a des petits rendements. Donc, si on est sur une petite structure avec des petits rendements, si la rémunération à la tonne n'est pas assez élevée, en fait, il bascule sur d'autres producteurs et on n'a plus de locaux. Donc, pour nous, c'est obligatoire de rémunérer comme il faut les producteurs. Et une fois que tout ce travail-là est fait, par contre, ce qui était dommage, c'était de ne pas le communiquer aux consommateurs. Parce que le producteur le savait, nous, Luc à l'époque, maintenant, Antoine et Émilie sont bien au courant du système. Et on ne communiquait pas aux consommateurs. C'était quand même dommage. Pour communiquer, là, tout taper dans les mails, ça ne suffit pas. Donc, moi, je rejoins ton avis. Il faut arriver à le formaliser, à être contrôlé pour que ce soit officiel. En même temps, il ne faut pas que le coût de cette certification et le temps qu'on y passe, ben, en fait, ce soit le petit plus qu'on aurait dû donner au producteur. Donc, il faut toujours rester voilà, vigilant sur ce point-là. Mais aujourd'hui, les efforts qu'on fait, il faut qu'on soit capable de les communiquer aux consommateurs. D'autant plus que, donc en fait, sur le cadre juridique, à la base, on est promoteurs et on est défenseurs de l'agriculture bio. Hein. Je pense autant à Stéphane, nous, que les gens qui travaillent avec nous, parce que tout le monde est 100% bio. Voilà, ça c'est la base. Le label bio qui a été créé dans les années 70, donc est un label qui a été développé sur les pratiques agricoles. C'est voilà, avant la transformation en pratiques agricoles. On s'assurait que les agriculteurs et toute la chaîne derrière respectent le cahier des charges de production agricole. À la base, ce cahier des charges, il n'a pas été développé en disant il faut que chacun respecte la rémunération de lui et qu'on ne fasse pas venir des produits de l'autre bout de la planète, parce que les gens qui étaient impliqués dans ce label bio, qui l'ont créé, c'était leur mode de pensée. Hein. C'était des militants, ils ont créé ça de zéro, c'était des allumés, voilà. Et donc, il n'y avait pas ce besoin. Aujourd'hui, on est 50 ans plus tard, ce label bio, il n'a pas tellement évolué. Et s'il a évolué, souvent, c'est plutôt pour, voilà, des fois, faciliter l'accès aux industriels. De sorte qu'on a aujourd'hui une bio qui est même fortement menacée. C'est-à-dire qu'on peut respecter pleinement le label bio, agriculture biologique, et faire de la bio industrielle. Nous, ce qu'on fait aujourd'hui entre nous, Stéphane, et nos producteurs, notre travail se retrouve menacé parce qu'on a en face de nous une bio qui est de plus en plus industrialisée. Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, donc nous, à la base, on a toujours fait comme ça. Mais si on respecte le label bio uniquement, aujourd'hui, moi, je peux acheter de la farine pour faire mes biscuits, de la farine bio qui vient d'Ukraine, par exemple, ou d'un autre pays européen, ou pas, certainement à prix cassé. 2 fois moins cher. 2 fois moins cher, et ben voilà. Donc ça peut venir de l'autre bout de la planète. Donc ça, est-ce que c'est cohérent? Pour nous, non. Je peux acheter des matières premières qui viennent de l'étranger ou qui vont être bio, mais qui va venir d'endroits où peut-être qu'on fait travailler les enfants. Donc respect des humains en interrogation. Je peux aussi acheter de l'huile de coco qu'on utilise beaucoup dans nos produits, où on va faire travailler des singes pour aller chercher les noix de coco. Et donc là, le bien-être animal en interrogation aussi. Donc aujourd'hui, on s'est retrouvé dans un schéma où si on veut nous faire comprendre aux gens que ce qu'on fait, c'est pas ça, c'est-à-dire c'est pas une bio qui est complètement industrialisée et qui pour nous n'est pas cohérente,
eh ben, on est un peu obligé aujourd'hui d'aller chercher des labels supplémentaires comme biocohérence. Et c'est justement la raison pour laquelle on a choisi biocohérence, c'est que justement le cahier des charges, les audits qu'on fait, sont justement sur ces points-là, c'est-à-dire le développement durable, l'environnement. Donc il y a beaucoup de questions de transport, c'est-à-dire que les matières premières soient idéalement locales, dans la mesure du possible, c'est-à-dire que par exemple le sucre aujourd'hui, on approvisionne à l'étranger parce que les productions ici sont quasi inexistantes. Mais ce qu'on va sourcer ensuite à l'étranger, on doit s'assurer que justement on respecte le bien-être animal et les personnes. Donc on va fortement nous inciter à aller vers des filières qui sont certifiées équitables en ce sens-là. Donc c'est tout ça que nous permet le cadre réglementaire biocohérence. On va aussi être audité sur les contrats qu'on signe avec Stéphane, que Stéphane lui signe avec les agriculteurs, pour s'assurer qu'il y a l'équité, la répartition de la valeur dans toute la filière. Donc c'est un peu, en gros, donc les raisons pour lesquelles on a choisi ce label et le cadre juridique. Donc c'est vraiment une couche supplémentaire sur le label bio. Il y en a plein d'autres. Nous, on a choisi celui-ci parce qu'il est bien ancré sur le monde agricole, moins sur... Il y a plein de labels qui sont plus tournés vers justement les appros étrangers. De cohérence, un label français et qui est bien sur le monde agricole. Donc, voilà. Merci. On va rebasculer sur la partie énergie. Avec peut-être une question concrète, c'est comment on change de producteur, et puis est-ce qu'on revient à cette notion d'offre locale et d'approvisionnement local? Qu'est-ce que vous engagez à faire par rapport à vos clients? Et puis surtout, une question qui est importante aussi, parce qu'on a par exemple Enercop, on a une énergie plus chère, qui est plus chère liée à cette contrainte de sourcing en fait. Comme ils ont un sourcing très très précis, ils sont obligés de faire payer plus cher leurs clients pour que ces cheminements d'électricité soient sûrs. Donc, comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à cette offre? Par rapport à tout ce qui a été dit, il faut retenir qu'en électricité, l'électricité locale, ça n'existe pas. Enfin, à part dans des communes comme Briançon, où historiquement on a la chance d'être alimenté par plusieurs cours d'eau, on a pu exploiter donc, pour créer nos propres centrales et alimenter les Briançonnais à peu près à la moitié. Là aussi, c'est pareil. Si on raisonne sur leur consommation annuelle, on arrive à fournir la moitié des besoins de la ville de Briançon. Quand on regarde avec la saisonnalité, évidemment, en hiver, on est plutôt aux alentours de 20%, et en été, on est plutôt à 130%. C'est-à-dire, en fait, on dépasse ce que demande la ville de Briançon, et donc on revend l'excédent à EDF, qui est tenu de racheter l'excédent. Donc, en électricité, c'est pas l'électricité qui est locale, c'est le service qui est local. C'est-à-dire que, on en parlait tout à l'heure, qu'attendent les gens de leurs fournisseurs d'électricité, qu'attendent les clients? Des réponses, tout simplement des réponses. Que ce ne soit pas une galère pour obtenir une réponse, qu'on ne soit pas baladé de répondeur en répondeur, tapez 1, tapez 2, tapez 3, tapez 12. Vous n'avez jamais le même interlocuteur, vous êtes un numéro de dossier pour un gros fournisseur, alors que chez nous, vous êtes un client, donc vous êtes considéré comme tel. Vous posez une question, on vous rappelle. Si on n'a pas pu vous la donner lors de votre appel, on vous rappelle. Vous nous envoyez une demande par écrit, on vous répond par écrit. Tous nos mails sont signés, donc vous savez qui vous répond, vous savez qui rappeler. Et je crois que quand on est justement à contre-tendance complète des opérateurs nationaux qui, eux, ont tendance aujourd'hui, qui sont en pleine centralisation. Nous, par exemple, on vient d'ouvrir une agence à Gap depuis le 1er septembre. Pourquoi? Parce qu'on a déjà remporté le marché de la ville de Gap. Donc, on a historiquement notre bastion briançonnais, mais voilà, on arrive à être suffisamment compétitif pour remporter des gros marchés comme la ville de Gap. Donc, il y a un moment, on arrête de rougir de notre taille. On sait on est capable de faire. Si on n'est plus capable de le faire à effectif constant, on embauche.
Tout à l'heure, je parlais de 38 personnes, il y en a 6 qui sont dédiées à la filiale DSB l'agence. Et s'il en faut plus, on en embauchera, parce qu'il faut répondre aux clients. Justement, on n'est pas là simplement pour donner des certificats verts, où là aussi, on pourra parler il y a la vraie énergie verte et puis il y a l'autre. Nous, on sait plutôt se positionner sur le service, la qualité de service. Alors, comment changer de fournisseur pour répondre concrètement? C'est très simple. Je le disais tout à l'heure, il y a 70 fournisseurs. Il y a des locaux, il y a des nationaux, il y a des Européens qui ont ouvert des filiales en France. Il y a des tout petits historiques qui essayent de faire quelque chose dans leur coin. Quand vous signez aujourd'hui, vous êtes une entreprise comme nous, pour pouvoir alimenter un client qui est en dehors de votre territoire historique, vous devez contractualiser préalablement avec l'opérateur de réseau. C'est-à-dire que le DSB, l'agence, concrètement, a contractualisé avec Enedis. C'est-à-dire qu'avec un contrat, on a accès à 95% du territoire national. Évidemment, on n'est pas taillé pour occuper 95% du territoire national. Donc ensuite, on communique, on se fait connaître, là aussi avec le bouche à oreille. Tous ces clients qui étaient autour de Briançon, à qui on a dit historiquement, non, désolé, nous, on est obligé de rester à Briançon, depuis l'ouverture des marchés, peuvent venir chez nous. Donc, ça se sait, les gens parlent. On a décidé de ne pas mettre des budgets colossaux dans la communication. On fonctionne par le bouche à oreille, ce qui nous permet aussi de connaître une croissance mesurée avec des embauches pérennes et non pas des coups de fusil où on va embaucher des armées de téléconseillers qu'on va ensuite mettre de côté si jamais le marché est moins favorable. Donc, comment changer de fournisseur? Il y a énormément de comparateurs aujourd'hui sur Internet. Et là, concrètement, parce que moi, j'ai travaillé avec vous dans le 05 de notre vie, mais concrètement, moi, j'ai appelé la commerciale. Je me disais, voilà, il y a, par exemple, la boulangerie Navarro qui est intéressée potentiellement par un changement de fournisseur, donc elle y va. Et elle regarde concrètement le profil avec les talents, etc. C'est ça aussi le plus loin, c'est d'aller voir concrètement comment vous consommez de l'énergie et d'adapter en fonction de ça. Et ce qui était intéressant à l'époque, je ne sais pas si c'est toujours aujourd'hui, mais vous êtes très compétitif. Alors, il faut expliquer pourquoi, peut-être parce que vous avez des charges de structure qui sont moins, des charges de communication qui ne sont peut-être pas exorbitantes non plus. Et puis, il faut dire aussi une chose, c'est qu'un professionnel, on ne lui coupera jamais l'électricité. Et ça sautera jamais, hein, on est d'accord, quel que soit le fournisseur. Parce qu'il y a toujours cette assurance, en fait, et il y a beaucoup de freins par rapport au changement, je sais, par rapport à cette peur de « Ah ouais, mais si je change, on va me couper. » Non, il n'y a jamais de coupure d'électricité, ça n'existe pas, en tout cas dans le monde professionnel, ce n'est pas possible. C'est vrai que vous avez dit quelque chose qui est intéressant. On est tellement porté sur la qualité de service qu'on va voir nos clients, on rencontre nos clients. Je ne sais pas si vous êtes nombreux à avoir vu récemment votre conseiller préféré qui change à chaque appel, normalement. C'est quand même un sacré plus. Donc, bien vous rencontrer, on étudie votre cas particulier et on trouve toujours un contrat à vous proposer qui répond à vos besoins, tout simplement. Donc, effectivement, on le sait, à contre-tendance complète. Des conseillers nationaux qui, eux, vous appellent français depuis la France, en tout cas depuis les grands call centers. On n'est pas du tout dans cette dynamique-là et je pense que le service convient puisqu'on croit, on a quasiment triplé le nombre de nos clients entre, la soulte historique que nous a amené la maison mère et le portefeuille de clients aujourd'hui. Donc, je crois que la recette fonctionne bien et on n'a pas l'intention de la changer. Merci. Je vous propose de rebasculer sur commerce digital avec, si on a le temps, alors là il est déjà presque 1 heure, mais on va quand même faire ce focus parce qu'il est important. Donc, on rappelle Terdoc est la première entreprise ZAD de Provence à avoir reçu le label c'est pas entreprise d'admission. C'est pas un label. C'est pas un label. C'est un statut juridique, c'est-à-dire que
C'est un statut qui a été défini en 2019, donc qui a été inscrit dans la loi. Ça fait un peu plus de 2 ans, et je crois qu'aujourd'hui, en France, il y a à peu près 270 entreprises qui sont passées entreprises à mission. Le démarrage a été un peu long, mais il semblerait que ça soit en train de s'accélérer. Et que depuis 10 mois, il y a une forte proportion d'entreprises qui choisissent de basculer en entreprise à mission. Alors, qu'est-ce que c'est que l'entreprise à mission? C'est on va inscrire dans le dur, dans les statuts de la société, c'est-à-dire qu'on dépose au tribunal de commerce à la fois la raison d'être, donc la première étape c'est d'écrire la raison d'être de la société et des engagements. Donc nous on a défini une raison d'être et des engagements, on en a 5. C'est pour ça qu'on en parle, parce qu'un des engagements est relatif au commerce équitable. Voilà, donc il y a au moins un des engagements qui est relatif au commerce équitable et qui dit qu'en fait on va tout mettre en œuvre pour développer le commerce équitable et privilégier le commerce local, c'est-à-dire des fournisseurs locaux, bien sûr, quand c'est possible. Nous, par exemple, on est producteur de thé, donc le thé, malheureusement, dans le 0,4, ça ne touche pas. Mais on peut trouver plein de choses dans le 0,4 et on va dire dans la région PACA étendue, parce qu'on met aussi la Rhône et le Gard dedans. Donc nous, on est notamment utilisateur d'huile essentielle. Donc on a, comme je l'ai évoqué tout à l'heure avec le Vietnam, le Burkina Faso, etc., on a fait la même chose avec un producteur d'huile essentielle. On a signé un contrat de commerce équitable avec lui et on s'engage à le rémunérer comme vos producteurs de blé sur une base de cours qui est plus élevée que le cours classique. On verse une prime au commerce équitable, etc., etc. Et tout ça, c'est inscrit dans les statuts de la société. C'est-à-dire que c'est... alors, pour vous expliquer un petit peu l'entreprise à mission, donc il y a, comme je l'ai dit, la raison d'être, les engagements, et ensuite il y a ce qu'on appelle un comité de mission, qui est un peu une espèce de conseil d'administration, mais qui est extérieur à l'entreprise. C'est-à-dire que pour chaque pilier, pour chaque engagement, on nomme un représentant, donc c'est l'entreprise qui le nomme, mais c'est quelqu'un qui est extérieur à l'entreprise. Et ce comité de mission ne peut pas être présidé, je ne peux pas être le président de ce comité de mission, qui est présidé par une personne extérieure. Donc nous, c'est tout nouveau, donc on est dans la phase de constitution du comité de mission. Et le comité de mission est là pour vérifier qu'on respecte bien nos engagements. Et si on ne les respecte pas, forcément, je peux me retrouver confronté à la justice pour ça. Quoi. Voilà. Oui, parce que c'est opposable. C'est opposable, donc ça peut être n'importe qui, ça peut être vous, ça peut être un des salariés aussi, parce qu'on a publié sur le bien-être des salariés. Donc si un des salariés considère qu'on ne fait pas ce qu'il faut pour améliorer le bien-être des salariés, ou un producteur qui dirait mais non, il ne faut pas une commerce équitable, parce qu'ils achètent, vous me traitez mal, donc il peut porter plainte et on peut se retrouver comme ça au tribunal et rendre des comptes à la justice. Donc c'est vraiment un engagement fort. Donc pour nous, c'est pas réellement un problème parce que c'est quelque chose qui, comme je l'ai dit tout à l'heure en introduction, qui est vraiment ancré dans l'ADN de Terre-Doc. C'est ancré dans les pratiques de la société, c'est ancré dans le personnel. Mais on a été racheté par Nature et Découverte. Nature et Découverte, encore, on va dire, c'est une société avec des valeurs, des principes, etc. Mais ils ont été rachetés par Fnac Darty. Fnac Darty, c'est plus tout à fait la même chose. Donc, c'est une société du CAC 40. On peut considérer que leur objectif premier, c'est de faire du résultat. Et faire du résultat, c'est un peu contradictoire, quelquefois, avec le commerce équitable, si on raisonne à court terme, en disant oui, tu achètes de l'huile essentielle de lavandin, tu la payes 30 € du kilo, tu pourrais la payer 17 € si tu l'achètes à 1,6 €. Ou à un bulgare qui va faire n'importe quoi. Enfin, je caricature, mais c'est un peu ça. Voilà. Et ça, quelque part, ça nous protège aussi.
vis-à-vis de l'actionnaire qui pourrait nous demander, ce n'est pas le cas, mais qui pourrait nous demander de faire des choses qui ne seraient pas loin. Voilà. C'est vrai que c'est un sujet qu'il faudra qu'on aborde, c'est un atelier pour motiver d'autres entreprises, parce que là, c'est vrai que sur le 04, pour l'instant, moi, j'ai pas eu en tout cas d'écho d'autres entreprises, ça fait peur parce qu'on modifie ces statuts. On écrit dans les statuts les engagements de l'entreprise. C'est très, très important. Est-ce qu'on a le temps de parler, parce qu'au bout de la boucle, il y a quand même aussi la compensation carbone. Est-ce qu'on peut en parler en quelques minutes, Antoine? Est-ce que, voilà, parce que chez l'agriculteur, au final, on ne reste pas que sur une relation durable, on est aussi à replanter des arbres. Oui, carrément. Stéphane pour en parler aussi avec nous. Effectivement, nous, au-delà de l'engagement avec Biocohérence, qui date de 2018 probablement. 2018, c'était. Voilà. Et on est après, c'est un concours de circonstances aussi. Je crois qu'on a rencontré des gens de l'entreprise CAP qui mettent en place des projets d'agroforesterie localement, mais aussi à l'international, donc en Colombie, en Tunisie. Et en fait, le travail qu'ils font, c'est qu'en fait, donc ils nous aident à déjà solliciter des entreprises pour identifier les producteurs qui sont intéressés par le projet d'agroforesterie, c'est-à-dire aller planter des arbres sur les terres agricoles. L'objectif, il est multiple, c'est de recréer de la biodiversité, enrichir les sols, des sols appauvris par les cultures. En bio, bon, c'est déjà moins le cas, mais quand même. Et ensuite, on parle de moins en moins aujourd'hui, compensation carbone, c'est un terme un peu banni, on parle de participation carbone ou des termes comme ça. Hein. On peut moins dire que voilà, je dépense et je compense par ailleurs, mais c'est le même principe. Et donc aujourd'hui, on a souhaité, nous, s'inscrire dans cette démarche pour dire que chez Loubio, déjà, il y a un travail qui est fait en dehors de la partie approvisionnement des matières, mais il y a tout un travail qui est fait sur la consommation d'énergie. Donc nous, on est producteurs en autoconsommation, donc vous devez connaître sur notre centrale photovoltaïque, d'à peu près 50% de nos besoins en énergie sur la fabrication de biscuits. Et sur le reste, on est branché chez l'ERCOP. Et donc aujourd'hui, on aime dire qu'on est sur une fabrication 100% sur des énergies renouvelables, qui est aussi certainement un terme qui est débattable dans le milieu de l'énergie, mais voilà. Mais voilà, on va dire que c'est mieux. Et par ailleurs, donc, on a souhaité, donc il y a quand même des émissions qui sont incompressibles chez nous, notamment celles du transport, d'approvisionnement et aussi chez les clients. On s'est dit, bon, on va entamer une démarche justement d'agroforesterie pour aller planter des arbres et un peu participer à décarboner notre atmosphère. Donc on s'est rapproché de CAPT et ce qui était bien dans l'approche de l'agroforesterie, et eux, c'était vraiment dans une logique de lead setting, c'est-à-dire vraiment d'aller faire le projet dans notre chaîne d'approvisionnement, dans notre filière. Donc, les producteurs avec qui on travaille, le premier, ça a été Hugues, qui est à Fort-Calquier, on l'a approché pour lui dire, et approcher les producteurs en leur disant, on va prendre des parcelles exploitables et mettre des arbres et tu ne vas plus produire là-dessus. Bon, à la base, c'est pas évident. Donc, il a quand même identifié des parcelles qui produisaient moins. C'est un premier pas. On allait planter des arbres. Donc, il y a des arbres fruitiers, il y a des arbres, il y a des chênes qui éventuellement vont peut-être donner des truffes plus tard. Il y a aussi des arbres forestiers. Donc aujourd'hui, on en est à 500 arbres sur sa terre. Et aussi, par ailleurs, parce que bon, tout ça, c'est un coût qui est quand même assez important, on participe aussi à des projets d'agroforesterie, mais qui se font dans des pays comme en Colombie, où pour plusieurs raisons, le coût de l'arbre est beaucoup moins élevé, de par le climat, premièrement, et aussi, bon, notamment la main-d'œuvre et l'accessibilité. Donc voilà, et donc ça, c'est un projet qu'on reconduit année après année, on continue à planter, et là, on va vraisemblablement commencer à planter chez Nicolas, ouais, voilà, qui est ici à Trading. Je ne sais pas si j'ai dit ça. On est un peu sorti, mais je trouvais que c'était intéressant parce que la boucle, vraiment, on est allé au bout. Mais c'est un super projet.
Je vous propose de clore sur cette table ronde, juste vous donner quelques infos sur les prochains clubs. Donc le 24 novembre, c'est la semaine de l'industrie de mémoire. Donc il y aura plein de choses là, mais entre autres, nous on met notre petite pierre et on va parler d'écologie industrielle territoriale. C'est un sujet, alors c'est un acronyme qui n'est pas forcément évident, mais c'est un vrai sujet de relocalisation, d'approche durable d'un territoire, de résilience des territoires. Donc, alors on va vulgariser un petit peu ce terme, on va vous donner des exemples concrets de ce qu'est une écologie industrielle territoriale. Pour information, ça se passera à Sisteron parce qu'on travaille avec la communauté de communes Sisteron-Niebuech sur un projet d'écologie industrielle territoriale. Donc on est vraiment au cœur de ces sujets-là.